Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Et c'est la France qui gagne après la littérature et Modiano. Le prix Nobel d'économie décerné à un Français. Jean Tirole a été ovationné par ses étudiants à Toulouse cet après-midi et salué par l'ensemble de la communauté des chercheurs. Le capitalisme, oui, mais un capitalisme régulé, insiste le nouveau Nobelisé. Son portrait est à suivre. Le retour est difficile pour Nicolas Sarkozy qui poursuit sa chute dans les sondages. L'ancien chef de l'État subit une forte baisse dans le baromètre Ipsos Le Point. Et à l'inverse, Alain Juppé poursuit son envol. Le maire de Bordeaux détrône pour la première fois Nicolas Sarkozy chez les sympathisants UMP. On en parle dans le grand décryptage du lundi avec le sondeur Frédéric Dabi et le directeur des rédactions de Figaro, Alexis Brézé, auteur du livre Les grands duels qui ont fait la France. Projet du Grand Paris, Manuel Valls précise l'engagement de l'État et se prononce pour la disparition des conseils généraux. Le Premier ministre estime que cette suppression s'imposait avec évidence. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Les policiers dans la rue à Calais, ils manifestent contre l'afflux d'immigrés clandestins. Les forces de l'ordre qui se disent dépassées par la situation. Ils en appellent au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts sur place. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et la saison des Nobel s'achève donc avec faste pour la France. Après la littérature, le prix Nobel d'économie a couronné un autre Français. Quel pied de nez au French bashing, a tweeté le Premier ministre. Peu connu du grand public, le nouveau Nobelisé, Jean Tirole, est l'un de nos plus grands économistes. Son portrait est signé Pauline Dame. Acclamation pour le nouveau prix Nobel d'économie. Je suis vraiment très ému de votre présence ici et puis évidemment de ce qui m'arrive. Ironie du sort, c'est un Français qui est récompensé alors que les choix économiques français sont aujourd'hui vivement critiqués. Un pied de nez au French bashing selon Manuel Valls. En quelques jours, nous avons eu 2 prix Nobel. Et ceux qui critiquent en permanence la France, qui sont dans ce France bashing insupportable, qui tous les jours découvrent qu'il y a un problème en France, alors que la France regarde l'avenir, malgré toutes les difficultés, peut regarder cet avenir avec un peu d'optimisme. C'est une belle leçon qui vient d'être encore donnée. Félicitations aussi de François Hollande et du ministre de l'économie Emmanuel Macron. À 61 ans, Jean Tirole est l'un des fondateurs de l'école d'économie de Toulouse qu'il préside. Polytechnicien, ingénieur des ponts, il se fait connaître pour ses travaux en matière de régulation des marchés, que ce soit dans la finance ou dans l'industrie. Jean Tirole s'intéresse notamment à l'influence de la théorie des jeux et de l'information sur l'organisation industrielle. En clair, comment la psychologie et le hasard peuvent agir sur la façon dont notre économie est organisée. C'est lui aussi qui instille il y a quelques années l'idée d'une taxe sur les licenciements pour essayer de responsabiliser les entreprises abusives. En même temps, il propose la fin du CDD et du CDI pour essayer de rénover le marché du travail. Des prises de position assez disparates. Jean Tirole est le 3e lauréat français du prix Nobel d'économie, une discipline dominée jusqu'à présent par les Américains. Voilà, et comme tous les lundis, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag le 22h. 2 questions ce soir. D'abord concernant nos Nobel de littérature et d'économie. Êtes-vous fiers de la France? Et puis sur la politique, pensez-vous que la bataille Sarkozy-Juppé sera le prochain grand duel de droite? On en parle dans un instant avec nos invités, le sondeur Frédéric Dabi et le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé. Il est l'auteur du livre Les grands duels qui ont fait la France. Mais d'abord, dans l'actualité, cette cacophonie au sein de la majorité sur l'assurance chômage. Après l'entretien accordé au journal du dimanche par le ministre de l'économie, le gouvernement veut refermer la parenthèse et reporter le débat sensible sur l'indemnisation du chômage. Les détails avec Mounir Soussi. Emmanuel Macron, de nouveau dans le collimateur des socialistes. Après ses propos maladroits sur l'illettrisme supposé des salariés de GAD, le ministre de l'économie crispe une partie de la gauche avec ses déclarations sur l'assurance chômage. Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS, préfère parler de maladresse. Mais pour l'aile gauche du parti, c'est une provocation de plus. Faute de pouvoir avoir une stratégie pour s'occuper du chômage, on tombe à bras raccourcis sur les chômeurs qui seraient des fainéants pour une part d'entre eux, qui par ailleurs seraient trop indemnisés s'agissant d'autres. On détourne l'attention de la vraie question qui est le chômage et comment le combattre.
Selon Emmanuel Macron, la réforme de la branche d'indemnisation chômage qui accuse un déficit de 4 milliards d'euros n'est pas tabou. Mais pour l'Elysée, elle n'est pas à l'ordre du jour non plus. L'exécutif refuse de se lancer maintenant dans un nouveau chantier. Ce n'est pas le sujet principal de la politique que nous menons et c'est un sujet qu'en termes de méthode, nous serions avisés de laisser l'initiative aux partenaires sociaux qui en ont la responsabilité. Donc ce n'est pas à l'agenda politique. Ces déclarations, suivies de rétropédalage, brouillent la communication du gouvernement et sèment l'exaspération jusque dans les rangs des alliés traditionnels du PS. Ce que je comprends pas très bien, et ce que j'avais déjà dit aussi concernant Rebsamen, c'est est-ce qu'on peut avoir des ministres qui bossent, qui appliquent une ligne et qui s'y tiennent ? Ballon d'essai ou maladresse du gouvernement sur la question du chômage. En tout cas, cette controverse intervient un mois après le tollé déclenché par François Rebsamen autour du contrôle des chômeurs, le ministre du Travail qui affirme aujourd'hui que le dossier de l'assurance n'a pas à être rouvert dans l'immédiat. Voilà, et puisqu'on parle de la majorité sur les nerfs, eh bien c'est le cas des derniers alliés du Parti socialiste qui menacent encore de quitter le gouvernement. Les radicaux de gauche demandent au Premier ministre de renoncer à certaines mesures et font peser la menace de leur départ. Cécile Sixou. Un nouveau rendez-vous à Matignon, le deuxième en une semaine. Et cette fois, Jean-Michel Bailey compte bien être entendu. Après le bureau national de vendredi, le président du Parti radical de gauche revient à la charge. Il veut signer un nouveau pacte avec le gouvernement. Le problème qui se pose, c'est l'utilité des radicaux au gouvernement et donc dans la majorité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas associés au choix. Et accordez-moi qu'avec beaucoup de courage et de détermination, depuis 2 ans et demi, nous soutenons cette politique et nous soutenons la ligne du président de la République. Pas d'ultimatum, mais des exigences. Les radicaux souhaitent que le gouvernement revienne sur certaines de ses propositions. Réforme territoriale, suppression de la première tranche d'impôt, politique familiale ou encore baisse des dotations aux collectivités. En cas de refus, Jean-Michel Bailey menace. Ses 3 ministres pourraient quitter le gouvernement et ses 11 députés ne plus soutenir la majorité à l'Assemblée. Réponse par médias interposés de Jean-Christophe Cambadélis. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, c'est la défaite personnelle de Jean-Michel Bailey au sénatorial qui motive sa colère. Il tente de calmer le jeu. Je propose au Parti radical de gauche un nouveau partenariat stratégique, une alliance progressiste regroupant tous les réformistes de ce pays, tous les réformistes de gauche, qui soient capables d'accompagner le gouvernement, même de dire ce que nous voulons pour la fin du quinquennat, et peut-être réfléchir à l'avenir. Un nouveau coup de pression qui tombe au bon moment. Pas sûr que les socialistes refusent les exigences de leurs alliés radicaux juste avant l'examen du budget. La suite du 22h et c'est le grand décryptage du lundi. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag le 22h sur les sujets en débat ce soir avec nos invités. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Avec nous également Alexis Brézé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, directeur des rédactions du Figaro. Et nous allons parler de ce livre, Les grands duels qui ont fait la France, l'art de la guerre en politique. Vous êtes à l'origine avec d'autres de ce livre. On va en parler en détail. Notre chroniqueur économique nous accompagne. Jean-Luc Gombeau, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, d'abord, on ne va pas bouder notre plaisir ce soir. C'est une saison des Nobel, faste pour la France. Après la littérature et Modiano, voici l'économie. Et on découvre, eh bien, j'allais dire Jean-Luc Gombeau, le grand public découvre cet économiste et chercheur, Jean Tirole, nouveau nobélisé. Est-ce qu'on peut dire, pour à la fois Modiano et Tirole, que c'est la récompense de la discrétion et du travail, en toute modestie, j'allais dire. Oui, c'est la discrétion et le travail, parce qu'en fait, Modiano, quand il vient sur les plateaux télé ou à la radio ou à l'interview, il est un peu poussé par son éditeur. Visiblement, il n'aime pas trop ça. Ce qu'il aime, c'est écrire, parcourir Paris, trouver des sujets, etc. Maintenant, pour ce qui est de Jean Tirole, c'est exactement la même chose. C'est pratiquement le seul économiste français qu'on n'a jamais vu sur un plateau de télévision. Pourquoi ? Il est dans son laboratoire et il travaille beaucoup, puisqu'il y a une quinzaine de livres qu'il a signés. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette histoire, c'est que, en fait, vous n'êtes jamais candidat au prix Nobel. Votre candidature est présentée soit par une université, soit par un collectif de chercheurs, soit voire parfois même des parlementaires, et ils présentent des candidats. Il y a eu 300 candidatures de cette façon cette année, et ce qui est donc intéressant, c'est que c'est le couronnement d'un homme, des recherches d'un homme, mais aussi le couronnement d'une université française, qui est l'université économique de Toulouse, et dont on parle peut-être pas beaucoup, et comme il y en a une autre à Paris. Dans cette université de Toulouse, vous avez 70% des doctorants sont des étrangers. Ça veut dire que le système universitaire français, qui est
tous les jours critiqué, qui a des graves problèmes, notamment financiers, il y a encore à l'intérieur une véritable créativité des gens qui travaillent, qui étudient et qui font des choses intéressantes. Et regardez les réactions à l'instant, Jean-Luc Gombault, on va le revoir, on va voir le tweet qui parlait, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, nous les médias, détailler justement les travaux du lauréat, plutôt que de flatter l'orgueil national, Alexis Bresset? Puisqu'on parle de l'université de Toulouse, il faut rappeler que cette université a eu les pires difficultés à exister parce qu'elle s'est créée en marge de l'université, qu'elle a dû faire appel à des financements privés pour exister, et que d'ailleurs à l'époque c'était très mal vu, et donc c'est aussi de ce point de vue une belle histoire. Après, bien sûr, on est très content que Jean Tirole ait le prix Nobel, c'est absolument formidable. Bon, maintenant il faudrait peut-être d'abord, effectivement, savoir ce qu'il dit, mais ça, Jean-Luc Gombault le sait beaucoup mieux que moi, mais peut-être aussi de s'inspirer de ce qu'il dit. Parce que c'est très bien d'avoir des grands économistes, mais après, il faut voir la politique économique qu'on pratique. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur Jean Tirole? Il nous dit quand même que le marché du travail ne veut pas du tout, qu'il faut réformer les contrats du travail, et que la dette est une catastrophe. Alors qu'il n'est pas libéral, c'est intéressant. Il y a deux grandes écoles en économie, les keynésiens et les libéraux. Il est plutôt... Alors peut-être que Jean-Luc Gombault va me démentir, mais plutôt keynésien, mais c'est un réformateur. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur du marché et il faut faire des réformes. Peut-être que ce gouvernement, qui n'est pas libéral, pourrait aussi faire des réformes. Jean-Luc Gombault. Alors effectivement, d'abord, si les téléspectateurs s'intéressent aux travaux, il y en a, moi j'en connais que 2 livres de Tirole, notamment sur l'économie industrielle, qui sont publiés chez Economica. On peut donc les trouver en langue française, parce que là aussi ce qui est amusant, c'est que tous les livres de Tirole sont d'abord publiés en anglais, mais pas pour les universités américaines, et ensuite il les traduit lui-même en français, comme tous ces articles. Effectivement, on ne peut pas, je ne le classerai pas comme keynésien ni comme libéral. Justement, ce qui est intéressant chez Tirole, c'est qu'il est plutôt atypique, et il est au carrefour un peu, si l'on peut dire, des deux. Il étudie les forces du marché. À l'intérieur du marché, il étudie le comportement des acteurs de marché, la manière dont ils réagissent par rapport aux autres acteurs, et une fois qu'il a établi sa théorie, qui est très mathématique, faut le dire, il dit comment on peut améliorer les choses, et là peut intervenir la régulation publique, et il le fait, comme ça vient d'être dit, sur la question du chômage, par exemple, également sur les réformes structurelles. Par exemple, il a travaillé beaucoup sur la SNCF, il a travaillé beaucoup sur les télécoms, et comment on peut améliorer, soit en faisant parvenir des nouveaux entrants dans le système, soit avec la régulation publique. C'est à découvrir dans ces livres. Frédéric Dabi, est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe français? C'est Nobel, comme le dit Alexis Bresset, si c'est une grande fierté quand même pour notre pays, mais est-ce qu'il souligne aussi d'ailleurs notre capacité à surprendre, à remporter de grands succès, et en même temps, bien à l'intérieur de nos frontières, les gazettes, vos gazettes, rivalisent de titrailles sur le déclin inexorable de notre pays. Est-ce que c'est pas un peu malheureux à l'intérieur et conquérant à l'extérieur? Oui, je partage ce que vous dites, Sonia. C'est vrai que lorsqu'on interroge les Français, il y a 2 niveaux de lecture. Quand on leur demande est-ce qu'ils sont fiers d'être français, c'est pas une question que l'on nous commande souvent, mais on l'avait posée en 2010 au moment du débat sur l'identité nationale. 79% des Français se disaient fiers d'être français, mais seuls 29% très fiers. Et il y avait 3 catégories qui étaient en vrai retrait: les jeunes, les catégories populaires et les sympathisants du Front National. Lorsqu'on interroge les Français, non spontanément, sur l'image de la France, l'idée que la France a beaucoup d'atouts devance très nettement l'idée qu'elle est en déclin ou qu'elle manque de confiance. Mais lorsque dans d'autres enquêtes, notamment les enquêtes qualitatives, où on ne suggère pas de réponse, on fait parler les Français sur l'image de la France depuis, je dirais, 3-4 ans, depuis, je dirais, l'aggravation de la crise des dettes souveraines, depuis ce French bashing dont on parle en long, en large et en travers, de plus en plus souvent, les éléments de réassurance sur la France n'émergent plus. Pendant très très longtemps, on nous disait, bien sûr, la France, c'est la crise, le chômage, mais nous avons un très bon modèle social. Mais tous les pays étrangers nous envient. Mais nous avons la gastronomie. Nous avons toute une série de choses qui faisaient ressortir la fierté française. Maintenant, ça n'apparaît plus. Mais je pense que c'est pas contradictoire. On peut très bien avoir des très grands savants puis une très mauvaise économie. C'est pas les savants, c'est pas les universitaires. Peut-être malheureusement, peut-être d'ailleurs. C'est pas eux qui font. Peut-être qu'ils sauraient pas faire d'ailleurs, parce que c'est quand même très compliqué. Mais en tout cas, oui, on peut avoir des très grands universitaires. Et d'ailleurs, Jean Tirole a commencé aux États-Unis. Et puis ensuite, on peut avoir une économie qui va pas bien. Et je crois que c'est pas être particulièrement décliniste de dire que notre économie va pas bien et qu'elle va même mal. Tout le monde le constate. Mais quand même, soyons fiers ce soir de nos réussites, car à force, je vais vous citer une phrase, nous vivons des temps où l'on finit par ne plus s'étonner de rien. De qui est-elle?
Modiano. Bravo. Ça tombe bien. Mais à force aussi de ne pas vouloir les choses, on les résout pas. Et pour résoudre les problèmes, il faut quand même les voir. Allez, on va les voir frontalement. C'est Alexis Brézé. On va parler des duels en politique, Alexis Brézé. Avant de parler des grands duels de l'histoire, on va parler de l'actualité. C'est le retour qui est vraiment difficile pour Nicolas Sarkozy qui poursuit sa chute dans les sondages. L'ancien chef de l'État subit une forte baisse dans le baromètre Ipsos Le Point. Et à l'inverse, Alexis Brézé, Alain Juppé, poursuit son envol. Est-ce qu'on peut dire que le moment Juppé, il dure? C'est vrai qu'Alain Juppé a fait une très bonne émission. C'est vrai qu'Alain Juppé bénéficie, par rapport à Nicolas Sarkozy, de circonstances assez favorables. C'est qu'il n'est pas engagé dans deux batailles à la fois. Le problème de Sarkozy, c'est qu'il est en bataille pour la présidence de l'UMP, puis que derrière, on voit bien qu'il pense à l'élection présidentielle. Et du coup, il lui faut rentrer dans l'atmosphère, et c'est sans doute plus compliqué que prévu. Cela dit, aujourd'hui, personne ne croit qu'il ne remportera pas la présidence de l'UMP. Et donc, dans la bataille... C'est le score qui importe, peut-être, nous verrons. C'est déjà d'avoir le parti. Oui. Vous savez, il a déjà fait l'expérience, il a conquis le RPR, et puis ensuite, on a vu ce que ça donnait. Donc, dans la bataille qui s'engagera ensuite contre Alain Juppé, il aura un avantage, très très probablement, c'est d'avoir l'UMP ou le nouveau parti. Il a aussi des handicaps, comme le fait d'avoir été président, d'avoir déçu un certain nombre de gens et d'avoir énervé un certain nombre de gens. Donc voilà, la partie est très très loin d'être jouée. Donc vous dites pour le moment, et je vais reprendre d'ailleurs le titre de votre éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar, c'est un duel en trompe-l'œil pour le moment entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, parce qu'on n'est pas sur les mêmes échéances, Frédéric Dabi. Ils sont très très clairement sur des échéances différentes. Alain Juppé a sauté, si je puis dire, l'élection interne du 29 novembre prochain, alors que Nicolas Sarkozy, et ce que dit Alexis Brézé est tout à fait juste, est sur une élection où il s'adresse aux militants tout en tenant un discours d'ancien président. Et il y a toujours deux France vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et lorsqu'on regarde son retour, il a convaincu la France des sympathisants UMP et sans doute des adhérents. Je dis sans doute parce qu'il n'y a pas d'enquête faite auprès des adhérents de l'UMP, faute de fichiers fournis aux instituts de sondage, même si Bruno Le Maire fait clairement une bonne campagne. Et il est clairement sur un positionnement distinctif de Nicolas Sarkozy qui est le renouvellement, le renouveau. Bruno, c'est le renouveau, c'est le slogan que répètent ses soutiens, mais auprès de la France des centristes, la France des sympathisants de gauche, rien n'a changé sur l'image de Nicolas Sarkozy et le rejet reste fort. Je dirais que Nicolas Sarkozy, il a deux problèmes, enfin deux injonctions contradictoires. Il faut d'une part qu'il améliore son image, qu'il apparaisse moins diviseur. Il s'est fait parce qu'il était président, et quand on est président, on se fait tout un tas d'adversaires, de gens dans l'opinion qui ne vous aiment pas. Donc il faut qu'il arrondisse les angles. Mais... il est en train de le faire. Attendez, mais l'injonction contradictoire, c'est qu'il faut qu'en même temps, il ait un programme suffisamment tranchant, suffisamment rupture, pour parler aux électeurs, et notamment à cet électorat populaire qui fera la décision à droite. La bourgeoisie, elle votera pour le candidat qu'elle aura. La question, c'est qui de Juppé ou Nicolas Sarkozy peut faire revenir l'électorat populaire. Il faut donc avoir des propositions fortes, d'un côté, et de l'autre côté, avoir une apparence plus ronde. Et bien ça, c'est très compliqué. Et oui, c'est même le grand écart, Jean-Luc Gombault, entre un programme tranché et tranchant et justement une apparence plutôt consensuelle pour être le plus rassembleur possible. D'autant plus que le programme tranché et tranchant et le programme ne s'adressent pas aux mêmes personnes. C'est-à-dire que l'un vous adressez au noyau dur, et je pense que c'est d'abord sa première stratégie, le premier étage. Enfin, je me trompe peut-être, mais l'idée, c'est simplement, c'est ceux-là qu'il a envie de rassembler. Ce sont les militants, et dans un deuxième temps, peut-être un deuxième tour, en quelque sorte. Non, vous n'êtes pas d'accord, Alexis Brézé? Je crois justement que sa première étape, c'est d'arrondir son image. Et du coup, si on regarde son programme, et qu'on le compare à celui d'Alain Juppé, sur les principaux items, les 35 heures, l'ISF, tout un tas de sujets, et les sujets sociétaux, et le mariage pour tous, etc., son programme aujourd'hui n'est pas plus à droite que celui d'Alain Juppé. Et à mon avis, c'est ça aussi un des ressorts des difficultés qu'il a. Un certain nombre d'électeurs disent, finalement, s'il ne fait pas du vrai Sarkozy où il y va, pourquoi est-ce qu'on le suivrait? Je pense que l'électeur UMP, comme l'électeur socialiste de 2011, voudra gagner l'élection présidentielle. Et pour la primaire, il désignera sans doute celui qui est le mieux placé, qui est le mieux capable de battre et le candidat socialiste François Hollande et Marine Le Pen, qui est quand même en dynamique, un sondage IFOP, le Figaro du début du mois de septembre, donnait Marine Le Pen en tête au Regardez, premier tour. Frédéric, je voudrais vous faire réagir à ce tweet. Ah non, le duel Juppé-Sarkozy, c'est gauche contre droite. Juppé est le candidat de la gauche. Parfois, c'est les arguments sarkozystes. Oui, ce sont des drôles d'arguments, comme on disait que lors de la primaire socialiste, des électeurs de droite iraient voter pour avantager tel ou tel candidat. La primaire de l'UMP, sachant qu'elle sera ouverte aussi sans doute à des sympathisants du centre qui sont
aujourd'hui, mais il peut se passer beaucoup de choses plutôt favorables à Alain Juppé, se jouera à droite et au centre. Ce que veut dire votre tweetos, ça, c'est que Juppé, c'est pas un vrai type de droite, il vient plutôt d'une tradition chiracienne, et c'est un modéré, c'est pas la vraie droite. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Juppé, qui a vu le sujet, s'est droitisé. Dans sa fameuse émission des Paroles et des Actes dont on parle, sur le fond, il est allé beaucoup plus à droite, un peu plus à droite qu'il n'était jusqu'ici allé, qu'on parle de l'ISF, c'est qu'on pour ça parle que des là, il 35 détrône Nicolas Sarkozy, j'allais dire, dans le cœur, pour le moment, des sympathisants du UMP. D'après le baromètre, oui, alors, il faut quand même voir, hein, parce que si on parle de la primaire de l'élection UMP, Sarkozy gagne à coup sûr. Si on parle de la bataille présidentielle, aujourd'hui, voilà, toutes les enquêtes qui ont été faites sur la bataille présidentielle, auprès des sympathisants de droite, monte Sarkozy encore assez largement en tête. Et nous verrons ce qu'il en sera. On va parler des autres duels, et puis des duels dans l'histoire, et des duels aussi, quelques duels récents, à droite comme à gauche. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. On en débat juste après, messieurs, regardez. Ils sont de la même famille politique. Ils se côtoient, travaillent ensemble, mais ils se détestent. Une haine qui donne vie à des duels fratricides mis en scène pour une seule et même finalité, la conquête du pouvoir. François Mitterrand, Michel Rocard. Ils sont restés unis l'un à l'autre pendant 3 décennies par une détestation mutuelle. Mépris, coups bas, mesquinerie ont guidé les deux hommes en quête de pouvoir. Quel incompétent, disait Michel Rocard de François Mitterrand. Quelle inculture, répondait le second au premier, lui qui n'a eu de cesse de rabaisser son rival, devenu un jour son Premier ministre. Plus récent, le duel Sarkozy-Villepin. Une guerre des héritiers qui remonte à la présidentielle de 1995. D'un côté, le soutien d'Édouard Balladur, de l'autre, celui de Jacques Chirac. Une guerre sans merci qui se durcit avec l'affaire Clearstream. Elle met en cause Nicolas Sarkozy. Celui-ci y voit la main de Villepin et promet de l'accrocher à un croc-de-boucher. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. De l'histoire ancienne pour ses meilleurs ennemis, alors que Dominique de Villepin soutient aujourd'hui son rival d'hier dans sa course à la présidentielle de 2017. C'est aussi ça la politique, oublier ses rivalités, le temps d'un combat commun pour le pouvoir. Voilà, les grands duels qui ont fait la France. Alexis Brézé, c'est un concentré d'amour, de haine, d'admiration, de jalousie. C'est toute notre histoire. C'est notre histoire et puis c'est la vie politique. Et oui, c'est comme ça depuis des siècles. Les hommes se disputent. On dit toujours l'histoire, et c'est pas entièrement faux. C'est les grandes tendances, c'est la démographie, c'est l'économie, c'est des philosophies qui s'affrontent. C'est pas toujours faux, mais c'est pas que ça. C'est aussi des hommes qui se détestent. Et l'histoire, c'est aussi le fait des hommes. Et puis ça peut être Louis XI et Charles le Téméraire. Et puis ça peut être Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Clémenceau, Poincaré, c'est pas toujours le même niveau. Oui. C'est pas toujours le même niveau. Et donc, je pense que ce qui est intéressant dans ce livre, donc, qui est un ouvrage collectif, qui a été fait d'une part par des historiens, alors des grands historiens, Simone Berthière, Jean-Christian Petit-Fils, Guylain de Diesbach. Oui. Voilà. Et je peux pas te les citer tous. Et puis des journalistes du Figaro et du Figaro Magazine, Tabar, Méus, Charles Jégu, et puis Philippe Tesson, et puis Christine Claire. Donc chacun a pris un duel, depuis les rois de France jusqu'à aujourd'hui, et chacun raconte ce duel. On a essayé que, au fond, les historiens racontent les duels avec la vie d'un jour, le récit que pourrait utiliser un journaliste, et puis les journalistes essaient de raconter la politique avec le sérieux d'un historien. Est-ce que les duels fratricides sont les plus violents? Est-ce que les duels à l'intérieur d'un même camp sont les plus violents? C'est depuis Cain et Abel. Les vrais duels, ils sont toujours fratricides. Ils sont fratricides quelquefois dans la même famille. Je vous parlais de Louis XI et le Charles le Téméraire, ils sont cousins. Henri III et le duc de Guise, ils sont cousins. Et puis quand c'est pas dans la même famille de sang, c'est la même famille politique, et ça oppose au sein de cette famille le père et le fils. Il y a un formidable chapitre de Pierre Servan sur Pétain de Gaulle, et on voit les relations filiales entre Pétain et de Gaulle. Qui a commencé par une forme de respect. Mais le respect dure jusqu'au... Il y a à la fois de la détestation et du respect jusqu'au bout. C'est la rupture totale. Mais même après la condamnation à mort, Pétain condamne à mort de Gaulle, puis de Gaulle condamne à mort Pétain, puis le Gracie. Mais même après la condamnation à mort de Pétain, de Gaulle n'en dit pas de mal. Donc il y a à la fois une détestation, une exécration et un respect parce qu'ils ont été très proches. Et puis on pourrait faire ça aussi avec tous les grands duels. Ce qui est récent. Alors à droite, on a tous en tête Chirac-Balladur, Giscard-Chirac. Et je voulais revenir à la gauche, le duel Rocard-Mitterrand. Est-ce que c'est le duel des deux gauches, pas seulement, deux tempéraments, deux natures? Il y a toujours les deux clés. On peut dire Chirac et Giscard, c'est la gauche bonapartiste Chirac contre la gauche orléaniste Giscard. Et on peut dire Rocard, c'est la deuxième gauche contre Mitterrand, la première gauche. En fait, cette clé-là d'interprétation, avec le recul, on dit c'est ça,
sur le moment, quand on fait le récit, ça compte pas tellement. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est pour vous demander quel est le prochain duel. Attendez, on n'y est pas. Mais en tout cas, à gauche, entre Mitterrand et Rocard, c'est une haine, c'est une exécration. Mitterrand méprise Rocard, parce qu'au fond, les idées de la deuxième gauche, Mitterrand, il s'y est grosso modo rallié. Il a libéralisé le pays, il s'est rallié à l'Europe, donc c'est plus une guerre contre la deuxième gauche, mais c'est une guerre contre ce petit bonhomme qu'on lui a imposé, que les électeurs lui ont imposé, dont il veut la peau. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième gauche compte très peu dans cette histoire. Et c'est une guerre contre une ambition présidentielle de Michel Rocard qui se déclare dès avant 80. L'histoire de la droite aussi, c'est haine depuis Chaban-Chirac jusqu'à peut-être Juppé-Nicolas Sarkozy ou Sarkozy-Villepin. C'est aussi des querelles d'ambition très très fortes. C'est le cauchemar des sympathisants de droite parce que ils nous disent 81 et 88 ont été perdus à cause de ces haines recuites. Ils ont peur du remake. C'est clair que ça peut susciter une inquiétude très très forte. Et puis lorsque la droite se déchire avec ses fortes personnalités, elle ne joue pas son rôle d'opposant qui est l'attente première des sympathisants de droite et elle n'est pas en train de se fabriquer une offre de programme alternative à la gauche et au Front National. Jean-Luc Goumbaud, qu'est-ce que vous retenez? Alexis posait tout à l'heure qui s'ajoute, pas seulement la haine, c'est le mépris. Comment ce petit moustique peut-il prétendre prendre ma place? Et là, il y a un mépris profond des équipes qui parcourent l'ensemble de l'histoire. J'ajouterais simplement une chose. Vous parlez des duels et à chaque fois, il y en a un qui gagne et un qui perd. Oui, mais à chaque fois, il y a les deux qui perdent. Les deux peuvent perdre aussi. C'est le perdant qui gagne. Parce qu'en fait, très franchement, quand vous faites le duel entre Balladur et Chirac, c'est Balladur qui a perdu, mais au bout du compte, c'est quand même Balladur qui a gagné. Ce sont ses idées qui l'ont emporté sur Jacques Chirac, notamment sur la question européenne. C'est un grand débat. La conclusion, Jacques Chirac, ce ne sont pas des idées. Et puis Danton et Robespierre, ils finissent tous les deux guillotinés. Donc aussi, tout le monde peut perdre dans un duel. Mais je pense que quand on parle de ces duels, on a tendance à dire mais finalement, c'est des querelles d'ego. Oui, c'est vrai, c'est des querelles d'ego. Mais c'est aussi la liberté des hommes face à la machine de l'histoire, les duels. Voilà. C'est quand même que les hommes ne sont pas totalement le jouet de l'histoire, ils peuvent influer sur l'histoire. Et le duel, c'est le théâtre de l'histoire et de la politique passionnant. Le voici, les grands duels qui ont fait la France sous votre direction et celle de Jean-Christophe Buisson. Merci beaucoup Alexis Brézé d'avoir été notre invité. Merci Frédéric Dabi et merci Jean-Luc Goumbaud. On arrive à la dernière page du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Nathalie Guilloire. La menace Ebola continue à inquiéter les autorités. La France aujourd'hui veut donc faire preuve de prévention. Nous réfléchissons à l'éventualité d'un développement de contrôle à l'arrivée des vols directs de Conakry et simplement nous verrons si la situation appelle ce type de mesures. La France réfléchit également à l'envoi de moyens humains et matériels supplémentaires en Afrique de l'Ouest. Et les ministres européens de la Santé seront ce jeudi à Bruxelles pour discuter des contrôles aux aéroports. Jean-Noël Guérini sur le banc des prévenus. Ce sénateur et président du Conseil général est poursuivi pour détournement de fonds publics. Le ministère public a demandé 6 mois de prison, 15 000 € d'amende et un an d'inéligibilité contre Jean-Noël Guérini. Mais cette affaire est considérée comme secondaire au regard des autres dossiers judiciaires qui l'attendent. La justice s'intéresse à Yves Gégaud, une affaire qui tombe mal pour cet ex-secrétaire d'État en pleine primaire pour la présidence de l'Union des démocrates et indépendants. Le parquet de Paris vise l'enrichissement personnel inexpliqué de plusieurs centaines de milliers d'euros entre 2003 et 2009. Chantal Joanneau, sénatrice de Paris qui forme un tandem avec lui pour la présidence du parti, a réagi aujourd'hui. Ces soupçons et cette rumeur intervient à un moment très particulier du calendrier puisque c'est demain la fin de la première période de vote pour le premier tour. Donc ça a un caractère manifestement politique. Malheureusement, voilà, c'est de la politique dans ce qu'elle a de plus désintéressant. Dans un communiqué, Yves Gégaud dénonce des accusations violentes et sans fondement. Jacques Toubon sur le plateau de Public Sénat aujourd'hui met le gouvernement face à ses responsabilités. Le défenseur des droits est favorable à ce que la France donne une identité aux enfants nés à l'étranger de gestation pour autrui, afin de suivre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde, qui met en évidence les couacs du gouvernement sur les allocations chômage, sous le regard inquiet de François Hollande.
Voilà, et puis on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir, bien sûr.